Bonjour, nous sommes sur la chaîne Perdition idéologique. Nous allons continuer nos discussions sur les idéologies qui traversent notre société. Cette émission va être consacrée à la décolonisation, sujet à la mode. Et pour le faire, j'ai aujourd'hui grand honneur, d'inviter le président du gouvernement de la Kabylie, en exil, Ferhat Ménini. Bonjour, Monsieur le Président. Azul, bonjour. Azul. Je vais vous présenter avant de vous poser ma première question, parce que c'est pas tous les jours qu'on a les présidents des futurs pays qu'on reçoit sur Perdition idéologique. Donc, votre parcours. Vous êtes fondateur du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAK, et figure emblématique de la lutte pour la reconnaissance et l'indépendance de la Kabylie. Vous êtes né en 1951 en Kabylie, vous êtes militant dès votre jeunesse, vous avez connu la prison, l'exil, la répression et la diffamation, vous connaissez toujours, sans jamais renoncer à votre combat. Vous êtes chanteur engagé également dans les années 1970. Vous êtes une voix populaire et une voix politique puissante contre la dictature algérienne. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages de fond, notamment Algérie, la question kabyle, dont on va parler aujourd'hui, et la fin des États postcoloniaux. Vous avez écrit beaucoup d'autres livres, mais peut-être que ces deux ouvrages vont nous guider dans l'entretien d'aujourd'hui. Vous avez développé une pensée critique sur l'État algérien, la colonisation intérieure, la question des langues et de la souveraineté des peuples autochtones. Vous êtes exilé en France. Vous êtes visé par un mandat d'arrêt international lancé par Alger. Vous continuez de faire entendre votre voix libre, intellectuelle et profondément enracinée dans l'histoire millénaire de la Kabylie. Avant de vous poser ma première question, je dois reconnaître ma dette intellectuelle aussi à Jean-Pierre Liédo, le cinéaste algérien. Aujourd'hui, il vit en Israël. C'est lui qui m'a découvert l'histoire de l'Algérie et le combat pour l'indépendance. C'est lui qui m'a pratiquement donné des cours de l'histoire algérienne. Et puis, il m'a parlé aussi beaucoup de la Kabylie. Et c'est ainsi que j'ai découvert votre combat et le combat des Kabyles pour l'indépendance. Voilà. Donc, puisqu'on parle de l'histoire millénaire de la Kabylie, ma première question pour vous va porter sur la genèse de la revendication kabyle. Tout le monde ne connaît pas cette histoire. Je voudrais vous poser cette question. Qu'est-ce que c'est que la Kabylie? Qu'est-ce que c'est que son projet politique? Quand est-ce que ça commence? D'abord, je vous remercie de me recevoir dans cette belle émission de Perdition idéologique et de remercier également notre ami Jean-Pierre Liédo, qui demeure un militant infatigable. Il était et il avait beaucoup d'activités au sein du Parti communiste auparavant en Algérie, avant de s'émanciper un peu de tous les carcans idéologiques. Et donc, lui aussi, il a une histoire de perdition idéologique dans sa vie. Ceci dit, ses derniers choix sont ceux du pragmatisme et de la réalité. Et comme nous tous, nous avons eu des jeunesses où nous avions cru en des idéologies et petit à petit, avec l'âge, on dit qu'on perd en patience, que l'on gagne en raison. Et donc, nous avons chacun cheminé en fonction des réalités de notre peuple et toujours avec cette détermination à changer le monde qui nous entoure. Alors, la question présenter la Kabylie est un territoire enclavé entre Alger et Annaba, le Constantine si vous voulez. C'est une terre, une contrée dont la langue est à part, le kabyle, et dont les mœurs sont différentes du reste de l'Afrique du Nord globalement. Donc c'est un peuple à part qui a été forgé qui s'est forgé à travers l'histoire et qui est resté organisé depuis des millénaires, puisque déjà Hérodote et Pline en
signaler les Kabyles en leur temps sur cette terre, comme il y a Ammian Marcellin, Ammianus Marcellinus, qui était un Romain, un historien romain, qui a témoigné de l'existence d'une organisation kabyle qu'il a appelée à l'époque les Quinquégentiens, les 5 confédérations des Kabyles qui formaient une organisation étatique en son temps. Donc c'était déjà une nation au sens moderne du terme, bien avant que d'autres nations se forment à travers l'histoire. Et c'est la Kabylie où tout est resté intact pratiquement, sauf les religions qui ont bougé. Et la Kabylie est restée païenne malgré le passage du judaïsme, du christianisme et en dernier lieu de l'islam. Nous ne savons pas par quel processus encore, il faut que des historiens se penchent sur la question des mouvements religieux pour savoir comment la judaïté a été évacuée à un moment donné et la chrétienté également. Nous savons comment la chrétienté est revenue à travers les missionnaires, les pères blancs de la vigie au 19e siècle. Et ensuite, il y a eu l'évangélisation à partir des années 80 au nez et à la barbe du régime algérien qui veillait à ce que l'Algérie soit tout entière sous le mode islamique qu'on appelle le malikisme. Or, la Kabylie n'a jamais été malikite. On parle de la fin du 19e siècle où il n'y a pas d'Algérie, c'est une province de l'Empire ottoman. Enfin, je veux dire, l'Algérie en tant que pays n'existe pas encore. L'Algérie n'a jamais existé avant que la France ne colonise ce territoire et ne lui donne son nom. Au temps des Ottomans, les Ottomans n'ont jamais conquis la Kabylie. C'est même la Kabylie qui a assiégé la régence d'Alger pendant 3 ans, de 1524 jusqu'à 1927. Donc, pour dire que la Kabylie est toujours restée elle-même. La Kabylie a été la première à inventer des partis politiques qu'on appelle aujourd'hui SOF. C'est les rangs de tous les villages, ou les clans si vous voulez. C'était des clans qui dépassaient le village. C'est-à-dire tous les villages devaient être alignés sur 2 clans. Et le même clan pour chacun. Donc, la Kabylie a cette particularité d'avoir une organisation sociale, une culture particulière, et dans laquelle, plus tard, elle avait développé, disons, des castes. Il y a la caste des gens de loi, la caste des agriculteurs, globalement, et la caste des artisans. Cette structure sociale a été brisée à travers la colonisation. Disons que les Français, quand ils sont arrivés, avaient mis quand même 27 ans avant de conquérir la Kabylie, alors que ce qu'ils appellent l'Algérie était déjà conquis. Et c'est en 1839 que le nom d'Algérie a été officiellement attribué à cette terre. Et les cartes géographiques de l'époque témoignent encore de l'existence d'une Kabylie indépendante et d'une Algérie française. Donc l'Algérie et la Kabylie ont coexisté en tant que voisins. Et l'un des grands défenseurs d'une Kabylie indépendante pour l'époque, c'était Alexis de Tocqueville. C'était un parlementaire, il avait fait 4 rapports à travers lesquels il avait toujours plaidé en faveur d'un pays kabyle indépendant de telle sorte à ce que l'Algérie française ait un voisin avec lequel commercer. Et c'était le général MacMahon qui avait convaincu Napoléon III d'annexer la Kabylie au prétexte que c'était un mauvais signe à donner à tous les autres peuples conquis sur cette terre que de garder des Kabyles indépendants. Il y a eu la bataille d'Esharidan
Jules Roy a fait un livre qui s'appelle Les cerises des Sheridan pour raconter un peu cette bataille et qui fut remportée par la France parce que les Kabyles n'avaient pas la technologie nécessaire ni l'organisation militaire qu'il fallait. Mais la Kabylie et la bataille était menée par une femme. La résistance était menée par une femme kabyle qu'on appelle Fadmen Soumer. Et c'est après cette bataille, la Kabylie ne s'était pas sentie conquise, il refusait la soumission, et il y a eu une insurrection en même temps que la Commune de Paris en 1871, et là, la Kabylie avait mobilisé 250 000 hommes. Mais techniquement et technologiquement, il n'était pas à la hauteur, et c'était au moment où même Bismarck avait demandé à l'émir Abdelkader, qui était en Syrie à l'époque, de joindre ses efforts pour battre le colonialisme français. Et l'émir Abdelkader avait répondu que Dieu maudisse le glaive qui se lèverait contre la France généreuse. Donc, celui qu'on présente comme étant l'historiographie algérienne officielle, présente comme un héros national, n'était qu'un traître. Voilà. Et donc, la Kabylie, au grand dam de la France et de tous ceux qui voudraient anéantir la Kabylie n'a jamais signé un acte de reddition ou de soumission vis-à-vis de la France. Elle a toujours continué à ruminer sa revanche sur le colonialisme pour devenir indépendante. Et c'est en 1920, dans le mouvement ouvrier, ici en France, que fut née que naquit la résistance ou le mouvement, ce qu'on appelle le mouvement national algérien. Parce que les Kabyles de l'époque croyaient qu'à eux seuls, en tant que Kabyles, ils étaient incapables de récupérer leur souveraineté. Ils sont donc partis à la recherche d'alliances. Ils croyaient qu'il suffisait de créer une organisation pour que tout le monde y adhère. Donc, ils ont créé l'étoile nord-africaine en 1926. Et l'étoile nord-africaine visait donc à fédérer et la Tunisie, et l'Algérie, et le Maroc dans un même mouvement de décolonisation. Malheureusement, comme ils n'étaient pas experts en politique, les Marocains sont partis tout seuls, les Tunisiens avec Bourguiba, et les Kabyles se sont retrouvés à tracter derrière eux l'impossible, les Algériens, et il y avait très peu qui adhéraient à leur thèse autour de l'Algérie. Le mouvement qui était le plus puissant pour l'époque était un mouvement assimilationniste islamiste qu'on appelait l'Aulama. Et ces Aulama étaient anti-indépendantistes. Et donc, c'était une page de notre histoire un peu controversée dans la mesure où la Kabylie, pour paraître inintéressée par le pouvoir, mais intéressée par la liberté, avait cédé le leadership de son propre mouvement indépendantiste à un non-kabyle qui était un Tlemcenien, Msali Hadj. Et Msali Hadj a fini par les trahir. En 1949, il y a eu la crise berbériste. Msali Hadj, devant une revendication d'une algérianité inclusive, à travers la revendication d'une Algérie algérienne, avait préféré, dans un mouvement où les Kabyles étaient majoritaires en termes de militance de base, mais minoritaires au niveau des institutions du comité central, en disant que la Kabylie ne doit être représentée que par un seul membre au niveau du comité central et que d'autres régions d'Algérie devaient chacune avoir son représentant. Donc les Kabyles étaient minorés. Et son staff a préféré s'aborder le mouvement indépendantiste, compromettre l'indépendance de l'Algérie, que d'accéder à une Algérie qui ferait place à la Kabylie. Et donc, il a fallu, après cet échec, 23 ans
après avoir créé le mouvement indépendantiste, de reprendre les choses par le bas, mais de manière aventureuse. C'était une fuite en avant, en déclenchant le 1er novembre 1954 et l'histoire dramatique que l'on connaît avait duré pendant 7 ans et qui a débouché sur la fin de la colonisation française, si vous voulez, et le départ des Juifs. Cette fin de l'histoire, si l'on peut dire, de la colonisation française, a fait avorter le projet algérien, tel que conçu par la colonisation. L'Algérie, je pense que dans la conception inconsciente ou consciente de ceux qui y avaient présidé avec la conquête d'Algérie, était de faire un pays comme l'Afrique du Sud, un pays arc-en-ciel où toutes les différences, toutes les nationalités pouvaient coexister. Avec la politique de la valise et du cercueil, ou le cercueil de l'indépendance, c'est-à-dire que les colons et les juifs étaient sommés de partir ou de périr. Donc le projet d'une Afrique du Sud, nord-africaine, était avorté. Et la Kabylie s'est retrouvée piégée dedans. C'est elle qui a déclenché le processus, mais c'est elle qui va en subir le contre-coup, puisque pendant qu'elle se battait, elle faisait la guerre contre la France, contre le colonialisme français, d'autres préparaient la prise de pouvoir après la guerre d'indépendance. Ils étaient au Maroc et en Tunisie, et après le 5 juillet 1962, des troupes qui n'avaient jamais combattu la France, rentraient d'Oujda et du Bec el Canard de Tunisie, et elles devaient s'affronter à Alger, qui, d'entre elles, allait prendre le pouvoir. Et les Kabyles se sont dit non, c'est nous qui avons libéré le pays, donc vous ne pouvez pas nous exclure de la gestion de ce pays. Donc ils ont pris les armes pour faire entendre leur voix. C'était suffisant pour que ceux de l'Ouest et de l'Est jumellent leurs efforts. Quant à la Kabylie, le bouc émissaire était trouvé et l'Algérie indépendante pouvait prospérer sur la haine du Kabyle ensuite. On va parler de la manière dont vous dites dans votre livre la Kabylie a été manipulée aussi par le pouvoir. Mais la Kabylie est manipulée par le pouvoir d'une certaine façon, indirectement. C'est-à-dire que il y a eu déjà au temps de la France, il y avait cette distinction entre Kabyles et Arabes qui était faite. Même si les Algériens ne sont pas des Arabes, ethniquement, mais ils s'identifient aux Arabes. Ah, ils sont qui les Algériens s'ils ne sont pas les Arabes? Les Algériens sont des Berbères comme tous les Nord-Africains. Et y compris les Juifs qui étaient dedans étaient des Berbères. Donc la population nord-africaine est totalement berbère. Voilà. Mais avec le temps, il y a eu avec l'arrivée de l'islam, notamment au 8e siècle, il y a eu au 8e siècle, il y a eu donc petit à petit des pans d'arabisation qui sont formés, mais la Kabylie, elle est restée toujours kabyle. Donc, sauf à partir de 1920 à 1950, il y a un livre écrit par Jean Leca et Claude Watin dans les années 70 qui s'appelait L'Algérie des anthropologues. Ce livre était censé dénoncer la distinction que faisaient les anthropologues, les colonialistes globalement, entre Arabes et Kabyles. Et là, ils ont exhumé une étude montrant que entre 1920 et 1950, la continuité linguistique qui existait entre les Aurès et le Djurdjura et la Kabylie avait disparu. Donc l'arabisation de l'ensemble nord-africain est plus récente qu'on ne le croit.
Ça, c'est une question intéressante. Et alors, je vous pose tout de suite la question sur les langues, parce que je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent, ceux qui ne connaissent pas cette histoire, ne savent pas quelle est la différence entre la berbérité, vous parlez de l'espace berbère, de la kabilité, et vous parlez aussi de l'amazigité. Alors, juste une chose, c'est ça, je crois que c'est flou pour tout le monde. Qui sont les berbères? Que désigne le terme Amazi et qui sont les Kabyles? Est-ce que c'est des peuples différents? Est-ce que ce sont des langues différentes? Enfin bon, on le sait en linguistique, mais je voudrais bien que vous l'expliquiez ici. Écoutez, le terme Amazigh et le nom Amazigh se trouve chez Ibn Khaldoun, qui disait que selon la généalogie en vogue à l'époque, devait être rattaché aux enfants de Sam, de Ham, et ainsi de suite. Donc, on était de cela. Donc, les Amazirs, l'un des enfants des ancêtres, il s'appelait Amazir. Mais il était proche de Ham et de Sam. Hein, les Sémites et les Habites, pour les anthropologues, ils savent de quoi ça retourne. Donc, toute la population nord-africaine est Amazir. Amazir, chez nous, ça veut dire, le terme Amazir veut dire homme libre. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le temps, des îlots se sont formés. La distance étant ce qu'elle est, c'est quand même 3000 kilomètres pratiquement de longitude. C'est énorme et donc il y a eu espacement et en même temps l'intrusion d'un dialecte arabe qui s'est installé. Mais les Amazirs ont développé donc des langues selon les latitudes. Il y a les Touaregs complètement au sud. Ensuite, il y a une catégorie de berbères que l'on peut prendre à partir de Djerba hein, jusqu'à Sousse, jusqu'à Agadir, hein, qui est une population particulière. Et il y a les populations nordiques. Et parmi les populations nordiques, il y a les Kabyles. La Kabylie est à part. Disons que les Kabyles sont des berbères. Mais vous voyez, tous les berbères ne sont pas des Kabyles. Oui, c'est comme les Français sont romans, mais tous les romans ne sont pas français. Voilà, les Tchèques sont des Slaves, Mais tous tous les les Slaves Slaves sont ne pas sont tchèques. pas Tchèques. Tout à fait. Ouais. Voilà, donc c'est à peu près comme cela. Et donc les Kabyles se distinguent parmi les autres Amazirs par leur langue, bien sûr, leurs coutumes et surtout leur laïcité. Les Kabyles est le seul peuple laïque de toute l'Afrique. Laïque dans le sens sans religion. Dans le sens où l'homme de religion ne s'immisce pas dans le temporel, il ne s'immisce pas dans la gestion des affaires du village. Sachant que la Kabylie est organisée en république athénienne, chaque village est une république si vous voulez, et donc les affaires du village sont traitées par l'assemblée du village et dans laquelle l'imam n'a strictement rien à voir, sauf en tant que citoyen, comme tant d'autres à l'intérieur du village, s'il est du village. En général, l'imam n'est jamais du village, n'est presque jamais du village. Et c'est ce qui fait que on se préserve de l'influence du politique à l'intérieur des affaires de religion et inversement de la religion dans les affaires du village. On va y revenir. Mais quand même, avec cette question des langues, vous dites dans votre livre, Algérie, la question kabyle, que pour une entité nationale indépendante, il faut une langue qui va l'incarner, cette identité. C'était le débat de l'époque. Dans les années 2000, des années 90, des années 2000, n'oubliez pas que en 1994-95, j'ai organisé un boycott scolaire de toute une année en Algérie. Au moment où il y avait la guerre entre les islamistes et le pouvoir algérien, j'ai voulu montrer qu'on pouvait solutionner les problèmes de manière pacifique. Et j'ai organisé un boycott scolaire pour la reconnaissance de notre langue qui était niée
combattu par le régime algérien depuis 1962. Ce boycott avait réussi. Mais cet épisode m'a montré que, en réussissant, que finalement, nous qui croyions dans le mouvement culturel berbère des années 70-80, que la question linguistique était centrale, avions découvert qu'il ne l'était pas autant que cela, et que la Kabylie aspirait à plus que la langue, à s'autogouverner. Donc, les idées générées par le mouvement culturel berbère globalement, ceci sous l'impulsion de l'Académie berbère, Mohamed Arabi Saoud, puis Moulid Mabli notamment, et Katib Yassine, a fini par faire croire que les Amazirs constituent une même et seule nation et qu'ils ont une même et seule langue, malgré la réalité qui montrait que les Berbères ne se comprenaient pas entre eux. Moi-même, j'ai été président d'une organisation nord-africaine des peuples, et quand il y a réunion, on ne parlait jamais en berbère parce qu'on ne se comprenait pas dans ces langues-là. Donc, on s'est heurté à cela, et je me suis dit, en ayant entamé après le printemps noir, après qu'on ait tiré sur nos enfants en 2001, il y a eu 130 morts. On va en parler. Ouais. Donc, j'ai entamé la construction d'un État. Et pour faire un État, il faut avoir sa langue en tant que telle. Si nous n'avons pas de langue, nous ne sommes pas une nation, nous ne sommes pas un peuple, nous ne sommes qu'une portion d'un peuple. Plus large, plus grand. Donc, notre destin ne nous appartient pas. Il appartient à l'ensemble. Donc, c'est pour cela que j'ai dit à l'époque cette conception idéologique en construction, cette conception en construction du berbère nous faisait croire qu'il fallait standardiser une langue. Moulid Mabli, on lui a confectionné un alphabet. Il fallait donc que l'on prenne tous les termes berbères, dictionnaire berbère, et en faire un seul pour en faire une seule langue. Et je me suis élevé sur cette conception pour dire, d'abord pour justifier par le fait que nous voulions être une nation reconnue en tant que telle, et donc nous ne pouvions pas être la portion de quelque chose d'autre. Et j'ai dit, si on prend uniquement une dizaine de langues amazighes, d'aucuns disaient des variantes. Bon, au lieu de dire un dialecte, c'était pas tout à fait ça, c'était trop péjoratif. On a parlé péjorativement aussi d'une variante pour valoriser, mais il y avait des complexés pour dire que c'était des langues. Il a fallu que j'arrive pour l'affirmer. Nous avons des langues, et donc j'ai dit, prenons une dizaine de ces variantes ou de ces dialectes, et chacun va donner 10% de ce qu'il a pour former globalement à égalité une langue commune. Cela donnerait à la fin 90% de langue étrangère pour tous. Donc ce n'était pas viable. Pas une langue naturelle, ça aurait été une langue construite. Ouais, ça aurait été un espéranto inventé de nouveau. Oui. Quoi. Et donc, vous avez proposé alors de choisir le kabyle comme langue de cette entité. Oui, nous parlons kabyle, et le kabyle est notre langue. Voilà. Mais ça, tous ceux qui connaissent l'histoire d'Israël peuvent tout à fait comprendre cette discussion parce que avant la fondation de l'État, en 1925, on discutait beaucoup en quelle langue enseigner dans l'université hébraïque qui existait déjà. Et donc, on proposait toutes sortes de langues que parlaient les Juifs sur place. Ça pouvait être l'allemand, ça pouvait être l'anglais, ça pouvait être les langues slaves, etc. Et finalement, la décision a été prise de le faire en hébreu, parce que c'était la langue de la nation. Oui. Même s'il a fallu un travail pour moderniser le parler qui ne pouvait pas couvrir toutes les réalités. Ce débat est dépassé à notre niveau. Tout le monde convient que aujourd'hui, y compris nos linguistes les plus éminents,
n'hésite plus à affirmer que le tamazirt n'est pas une langue, mais une famille de langues, et que, à ce titre, le kabyle doit être valorisé comme tel. Et nos linguistes ont donné leur aval sur cela. Le débat n'est plus de savoir quelle langue enseigner. La question est tranchée à notre niveau. D'ailleurs, nous avons depuis élaboré une constitution pour la Kabylie indépendante dans laquelle le kabyle est consacré en tant que langue nationale et officielle de la Kabylie. Mais si vous voulez, la question de l'enseignement des langues se posera de toute façon à la Kabylie indépendante. Pour les premières années, c'est vrai que le kabyle va être langue première et autres, mais est-ce qu'on va continuer d'enseigner l'arabe, le français, l'anglais? Oui, je pense que la Kabylie devra enseigner toutes les langues qui lui sont utiles. Et de ce point de vue, je dois quand même rectifier quelque chose. Longtemps, le pouvoir nous avait manipulés. Il nous a manipulés sur la question de la langue, en nous imposant une identité qui n'est pas la nôtre, l'arabe, et en nous imposant une langue qui n'est pas la nôtre, la langue arabe. Il nous a dressés psychologiquement contre la langue arabe et l'identité arabe. Or, les peuples arabes et les pays arabes n'ont rien, n'ont aucune responsabilité dans ce qui nous arrivait. Il n'y a que le pouvoir algérien qui voulait nous dépersonnaliser, qui est responsable de cette aversion développée chez nous comme une habitude de Pavlov, quoi. Une aversion développée chez nous contre l'arabe. Et il a fallu du temps pour que nous nous en rendions compte. Les Kabyles ont développé de l'opposition à l'arabe, pensant s'opposer au pouvoir algérien. Donc nous nous sommes rendus compte que nous avons été manipulés. La Kabylie a été manipulée de ce côté-là. Aujourd'hui, nous voudrions fraterniser avec tous les pays arabes, avec tous les peuples arabes. Nous n'avons rien à voir dans cette aversion qui était la nôtre. Auparavant, nous étions victimes d'une idéologie, d'une politique, d'une manipulation idéologique du régime algérien, et nous sommes prêts à construire un avenir tout à fait fraternel, de paix, aussi bien avec Israël, avec les pays arabes, avec tous les peuples du monde. Oui, ça c'est votre position. Vous parlez beaucoup de la paix, mais je ne pense pas que de l'autre côté, ce genre de discours soit pour l'instant entendu. Mais il faut quand même qu'ils l'entendent, ou qu'ils commencent à l'entendre de telle sorte à ce que les mentalités changent. J'ai peut-être cette particularité de ne jamais être pressé que la maturité des choses se fasse à son rythme. L'essentiel est de semer la graine, elle germera quand les conditions le permettront. Quand vous parlez de l'arabe, vous n'excluez absolument pas l'arabe de l'enseignement de la Kabylie en tant que langue utile, langue de culture. En aucune façon. L'Algérie même, qui était indépendante, elle était francophone. Oui, francophile aussi, de temps en temps, on peut le dire. Et à l'indépendance, l'Algérie a été obligée de continuer à enseigner la langue arabe, la langue française. Donc, il est certain que la Kabylie, qui a déjà de nombreux diplômés en langue arabe, puisse les utiliser à bon escient, qu'ils puissent gagner dans la langue dans laquelle ils sont experts leur vie. Je voulais poser une autre question par rapport à la colonisation en général, parce qu'on parle de la colonisation. La première colonisation que vous avez connue à la fin du 19e siècle, c'était la colonisation faite par la France. Ouais. Et les Kabyles se sont battus contre cette colonisation. Ensuite, il y avait la colonisation interne, dont vous parlez aussi dans vos ouvrages, c'est la colonisation par l'Algérie, par... Oui, j'ai commencé à en parler tout à l'heure. C'est que dès l'indépendance, les Kabyles se sont vus confisquer ce qu'ils venaient d'arracher de haute lutte pendant 7 ans de guerre. Et
ne croyant pas leurs yeux de ce qui leur arrivait, ils ont, dans un réflexe désespéré, pris les armes contre l'Algérie. L'Algérie qu'ils venaient de libérer, ils ont pris les armes contre elle. Malheureusement, après 7 ans de guerre et la perte de centaines de milliers d'hommes, la Kabylie était incapable de remporter cette bataille qui a duré, cette guerre qui a duré 3 ans, 3 ans, oui, 69 à 65, 2 ans. Et depuis, les Kabyles, de héros de la guerre de libération qu'ils étaient, sont devenus les ennemis intérieurs et stigmatisés. Après le départ des Juifs et des Français, les Kabyles sont considérés par l'idéologie ambiante comme étant les ennemis de l'unité nationale, les ennemis de l'islam, les ennemis de l'arabe, et donc ils sont stigmatisés, ils ont pris la place des Juifs, globalement, Oui. qui étaient partis. Et en même temps, ils sont dominés. Ils sont, la Kabylie n'est pas reconnue en tant que région, même pas en tant que région dans un ensemble algérien. Il n'y a que des départements d'Algérie, il n'y a pas de région, hein, juste pour ne pas nommer la Kabylie. Et il n'y a aucun document officiel algérien qui mentionne le terme kabyle à l'intérieur. Le mot kabyle est devenu tabou dans les documents officiels algériens. Donc, il y a des assemblées populaires de wilaya, c'est-à-dire départementales, qui n'ont aucun pouvoir de décision, et le budget de ces wilayas kabyles est fixé par Alger, et donc et toutes les décisions viennent d'ailleurs. Même le foncier kabyle est géré par d'autres wilayas, par d'autres départements que des départements kabyles. Pour vous dire qu'il y a une colonisation interne. Malheureusement pour le pouvoir, ce que le Tibet a subi de la part de la Chine n'a pas pu se réaliser en Kabylie. Depuis la révolte kabyle de 1980, ce qu'on appelle le printemps berbère, le printemps kabyle, l'État algérien a entamé une politique de grand remplacement, si vous voulez. Et ça n'a jamais marché. D'abord, parce que les Kabyles sont tous propriétaires de leur maison et sont tous propriétaires de leurs terres. Et l'État construit des HLM. Ceux qui arrivent d'ailleurs, l'État distribue les appartements de ces HLM à Kiev. Donc 60% dans un premier temps étaient attribués à des non-Kabyles pour enraciner une autre population en Kabylie. C'est le vivre ensemble. Hein? C'est le fameux vivre ensemble. Le multiculturalisme, vivre ensemble, on connaît ça ici. Peut-être que c'est inspiré de cela, mais non, c'est plutôt un colonialisme humain qu'on voulait instaurer, probablement que avec des non-kabyles installés en Kabylie, ils allaient propager la langue arabe et effacer la langue kabyle. Voilà l'idée qui était au départ avait animé cette politique. Mais malheureusement pour le pouvoir, tous ceux qui ont été affectés, à qui on a affecté des maisons ou des appartements en Kabylie, n'ayant pas la culture, n'ayant pas le réflexe, n'ayant pas une ambiance qui leur plaît, la Kabylie n'est pas rigoriste. Sur le plan religieux, elle est tolérante, elle est francophone dans la rue quelquefois. Donc, ils revendent leur appartement à des autochtones et s'en vont. Donc, la politique a échoué globalement. Malheureusement, maintenant, il faudrait revenir sur d'autres formes. Notamment, il y a un projet actuellement d'exploitation d'un gisement à Tel Hadza, dans la vallée de la Soumane, et qui, s'il est mis en œuvre, l'exploitation de ces gisements va détruire, y compris la ville de Bougie,
qui est une ville phare du Moyen-Âge et une ville phare de la Méditerranée. C'était un centre de rayonnement culturel exceptionnel, où il y avait des juifs, où il y avait des chrétiens, où il y avait des athées, et même un mathématicien italien a été étudier les mathématiques là-bas, c'était Fibonacci. Fibonacci. Voilà. Donc, aujourd'hui, on nous spolie des ressources naturelles de la Kabylie et on voudrait même nous déposséder de nos terres à travers une expropriation d'utilité publique pour l'exploitation des gisements. Or, l'exploitation de ces gisements demanderait plus d'argent et à plus de risques que l'exploitation du pétrole ou du fer ou de l'or d'ailleurs. Donc on se demande pourquoi on s'acharne si ce n'est pas pour le quadrillage militaire de la Kabylie, l'expropriation des Kabyles de leurs propriétaires. Il y a une possibilité de Donc lutter pour contre nous, ça? ouais, donc pour nous, c'est du colonialisme interne que nous subissons et la Kabylie, de toutes les façons, ne se laisse pas faire, d'une part, et tant que la Kabylie restera dans l'Algérie, l'Algérie sera neutralisée dans son développement, dans son évolution vers le bien-être. Parce que le pouvoir manipule le péril kabyle pour repousser à plus tard le devoir de démocratiser ou d'accepter les libertés fondamentales pour l'ensemble des Algériens. Donc la Kabylie, je demande aux Algériens d'accepter que la Kabylie soit indépendante, c'est pour leur bien. Parce qu'une épine enlevée du pied permettra à l'Algérie d'aller beaucoup mieux, de se sentir bien et de se développer un peu plus. Et la Kabylie elle-même sera tenue de gérer son patrimoine et de faire en sorte que ses enfants puissent reconstruire leur rêve. D'ailleurs, une fois que chacun, comme les Kabyles, reconstruisent leur rêve chez eux, il n'y aura plus d'immigration vers la France ou vers ailleurs. Au contraire, la Kabylie va devenir un pays d'immigration où les gens viennent pour travailler et pour trouver leur bonheur. Reconstruire des rêves sur en dehors des métropoles occidentales globalement. Vous en parlez dans votre livre Algérie, la question kabyle, et il y a beaucoup d'aspects que vous abordez, y compris l'aspect économique du développement de la Kabylie. Oui, la Kabylie a d'énormes ressources. La première des ressources de la Kabylie, c'est vrai qu'il y a la mer, qu'il y a le tourisme, qu'il y a ce gisement Tel Hamza, qu'il y a du pétrole, qu'il y a de l'eau. La Kabylie est un lac en soi, souterrain. Donc la Kabylie a d'énormes richesses naturelles, mais la première richesse de la Kabylie, ce sont ses enfants. La Kabylie a, dès l'arrivée des Français, senti que le devenir technologique de la Kabylie était primordial. Ils se sont tout de suite intéressés à la modernité. Et ceci a été attesté par Anoto et Le Tourneux, qui avait écrit Mœurs kabyles en 1865. Bon, déjà, on voyait que les Kabyles étaient très portés sur l'instruction et sur la modernité. Voilà, les enfants kabyles investissent dans la culture, la langue et investissent dans le savoir. Beaucoup de nouvelles technologies sont aussi l'œuvre de Kabyles et si la Kabylie devient indépendante tout de suite, les premiers budgets colossaux doivent aller à des universités performantes et de l'innovation technologique. C'est ça l'essentiel. La Kabylie est industrieuse, elle travaille, les Kabyles aiment travailler, donc elle deviendra nécessairement un pôle d'excellence dans la région. On va le souhaiter ardemment ensemble. Une question douloureuse cette fois-ci sur le printemps noir qui a abouti à ce conseil. Ça a commencé avec le meurtre de jeune Massinissa Guelmar et ça a provoqué des émeutes terribles suite auxquelles il y a eu des morts, beaucoup de morts.
en Kabylie. Donc c'était un événement extrêmement douloureux pour vous. C'est un événement douloureux, mais qui nous a ouvert aussi les yeux sur le fait que nous devions maîtriser notre destin. On croyait à une fraternité algérienne. On croyait à une nationalité algérienne. Et quand le pouvoir algérien avait tiré sur nos enfants en 2001, Pourquoi ils ont tiré? c'était une opération de manipulation, de lutte de clans. Bouteflika a été ramené par le général Toufik et c'est son clan. Pour le ramener, ils avaient assassiné Matoub Lounas en 1998 pour obliger le président Zerouel à démissionner avant la fin de son mandat. Une fois que Bouteflika était là, il a été élu et tout, l'un des premiers gestes qu'il avait fait, c'était d'envoyer le général Toufik en retraite. Et le général Toufik avait bloqué l'information et pour le destituer, il a employé la même méthode qu'il avait employée contre Zerouel. Plutôt que de tuer Matoub, il n'y avait pas de Matoub à tuer, on a tué Guelmahmed Sinissa, plus on a passé à tabac des jeunes collégiens dans la vallée de la Sounam, c'était suffisant pour que la Kabylie se mette en révolte. Malheureusement pour le général Toufik, le Bouteflika avait appelé les Américains pour leur dire que les militaires étaient en train de lui préparer un coup d'État pour mettre un anti-américain à la tête de l'Algérie. Et les Américains étaient intervenus pour dire, écoutez, si vous touchez à Bouteflika, vous touchez à nos intérêts. Le coup d'État avait échoué, mais la Kabylie était à feu et à sang. Voilà l'histoire, à quoi se résume dans les événements qui s'étaient succédés. Malheureusement, la Kabylie a perdu beaucoup d'hommes à l'époque. Et à ce moment-là, quand les mères kabyles pleuraient les morts, en une semaine, on a eu près d'une centaine déjà. Tous les autres morts sont épisodiques par la suite. Nous étions désespérés. Moi-même, j'ai chargé un Kabyle qui vivait à Annaban et un autre qui était à Oran. Je les ai chargés de faire une pétition pour dénoncer, ou une déclaration, 5-6 citoyens locaux qui dénoncent ce qui se passait, le massacre des Kabyles. Au bout d'une semaine, chacun m'a dit, écoutez, il n'y a que des Kabyles qui veulent signer. J'ai dit, je n'en veux pas. Il y a eu une autre pétition initiée par Mohamed Ben Chiko, qui n'est pas Kabyle. Mais il n'y a que des Kabyles qui ont signé autour de lui, pratiquement. Il y avait une dizaine, pas plus. Mais, en même temps que nous pleurions nos morts, il y avait cette affaire du jeune Mohamed qui en Palestine, était protégé par son père. Il y avait des balles L'histoire de Mohamed Al-Doura, oui. Voilà. Et le faux de Mohamed Al-Doura. Et donc, l'enfant finit par être touché par une balle et mourir. Toute l'Algérie était descendue dans la rue. Nous pleurions, nos enfants. Personne n'a été sensible à ça. Aux petits Palestiniens, tous les Algériens tombaient, descendaient dans la rue. Il y a eu trahison pour nous. On nous a abandonnés. Nous ne faisions plus partie de cette nation. En fait, nous n'avons jamais fait partie de cette nation. Tout simplement, on réalisait que nous étions désespérément seuls et que seule la maîtrise de notre destin, le fait de prendre notre destin en main était la solution. D'où ma déclaration dans le show des événements le 5 juin 2001 pour réclamer un statut de large autonomie pour la Kabylie, ne serait-ce que pour gérer notre propre sécurité et qu'on n'envoie pas des gendarmes pour tirer sur nos enfants. Ceci, chemin faisant, nous, en 2008, je suis parti dans une petite
poste dans de Kabylie et j'ai envoyé 5 lettres, la même lettre, à 5 instances algériennes, la présidence, le Parlement, le gouvernement, le Sénat et le Conseil constitutionnel avec accusé de réception. L'accusé de réception n'est jamais revenu, mais j'ai quand même le cachet de la poste faisant foi de notre envoi demandant, voilà, un statut de large autonomie. Et comme 2 ans plus tard, il n'y avait aucune réponse, donc j'ai été amené à mettre sur pied le gouvernement provisoire kabyle en exil le 1er juin 2010, puis dès lors qu'un gouvernement kabyle a été mis sur pied, la revendication d'autonomie tombait d'elle-même. Il n'y a jamais eu, à travers l'histoire de l'humanité, des nations, un gouvernement provisoire pour une autonomie. Quand on met sur pied un gouvernement provisoire, c'est pour une indépendance. Donc, il a fallu convaincre toute la Kabylie de la nécessité de mettre sur pied de passer de la revendication d'une autonomie vers celle du droit à l'autodétermination de la Kabylie, et ce fut fait. Dans votre livre, Le siècle identitaire, qui est une réflexion sur justement l'époque des États post-coloniaux, vous dites que le monde a changé, mais les institutions n'arrivent pas à suivre. C'est une réflexion générale, c'est très intéressant de le lire, parce que vous montrez qu'il faut changer le logiciel, enfin mental en tout cas, de la plupart des institutions qui gouvernent aujourd'hui le monde. J'écris la suite, en quelque sorte, de ce livre, parce que par la suite, quand j'ai écrit Algérie, la question kabyle, qui est là, je me sentais encore insatisfait du résultat, puisqu'on n'expliquait pas tout. Et je suis parti à la recherche des causes qui ont amené la Kabylie à être dans cette situation de coloniser. Et donc, j'ai réétudié le phénomène colonial. Et j'ai trouvé que la colonisation est la pierre angulaire du monde moderne. S'il n'y avait pas cette colonisation, nous ne serions pas, vous et moi, face à face aujourd'hui. C'est comme ça que nous avons tous le même smartphone, que nous nous habillons pratiquement de la même façon, que nous avons les mêmes voitures, et ainsi de suite. Mais la colonisation a fait quelque chose d'autre. Nous ne pouvons pas gérer toutes les possessions coloniales à partir des métropoles, de Paris, de Londres notamment. On a pensé à faire des administrations. Donc on a délimité des territoires pour faire des possessions et les administrer. Et puis ces possessions, plutôt que de renflouer les caisses, commençaient à obérer celles qu'il y avait. Donc il fallait s'en débarrasser. On a constitué des États qui devaient s'auto-gouverner, et puis on leur a donné des indépendances, à partir de Yalta notamment. Et le monde de Yalta a structuré le reste du monde que nous vivons. Disons que autant la colonisation était réussie dans sa mission de globalisation des modes de vie, des modes de pensée, mais surtout des modes étatiques. C'est l'État européen qui a été cloné un peu partout. Sauf que dès lors qu'on n'a pas pris les précautions d'usage pour que ce soit des peuples vrais qui soient à l'intérieur de chaque frontière, on a bâclé la décolonisation. On a mis des peuples ensemble qui ne s'entendent pas. C'est comme si vous mettez l'Allemagne et les Français dans un même État. Nécessairement, ils vont s'interdéchirer. Qui va gouverner l'autre? Donc, c'est exactement ce qui s'est passé un peu partout. On a charcuté des peuples comme les Touaregs ou les Kurdes en plusieurs pays et on les a mis, comme les Kabyles, on les a mis dans un pays concentrationnaire de peuples. Ce qui fait que dans ces pays, il ne peut y avoir que de la dictature. Pour avoir de la stabilité, il ne peut y avoir que de la dictature. La démocratie
est mise, est invalidée. Parce que dès lors qu'on arrive à des élections, les gens ne votent pas pour le candidat qui a les meilleures idées, qui a le meilleur programme, qui a la meilleure prestance. On vote pour celui qui nous appartient, celui qui est des nôtres. Donc c'est le népotisme, c'est l'ethnicisme. Bernard Lugan appelle ça l'ethnomathématique. Voilà. Donc c'est cette façon de faire a été dictée par Yalta. Or, Yalta est mort depuis la chute du mur de Berlin. Depuis, le monde se donne d'autres bases. Malheureusement, on continue de sanctifier, de sacraliser les États tels que décolonisés, faits par la décolonisation. Ces États ne sont pas viables. D'où mon titre, la fin des États post-coloniaux. C'est-à-dire qu'ils ne répondent plus aux nécessités d'évolution de l'humanité. Le monde veut plus de démocratie, mais les institutions, comme les États, restent figées sur des doctrines et des réflexes de conservatisme puissant. Même l'ONU, j'en parle déjà en 2010, est incapacité. Ça y est, l'ONU ne sert plus à rien. C'est ce qui a amené d'un côté les G5, G10, G20, G7 et tout. C'est-à-dire, on cherche des pièces de rechange à l'ONU, comme il y a de l'autre côté contre le monde occidental, ce qu'on appelle les BRICS. Alors, puisqu'on parle de la démocratie, justement, j'ai une question à vous poser. Vous, évidemment, vous êtes ami de Boualem Sansal, vous faites partie du comité de soutien pour Boualem Sansal. Il est retenu par le régime terroriste algérien. La démocratie française, c'est un écrivain français, ne fait strictement rien pour le libérer. Comment expliquez-vous ça pour les citoyens qui connaissent le destin de Boualem et la manière dont ça se passe? La France est couchée devant l'Algérie. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis un hôte de la France. Je suis un réfugié politique en France. Je n'ai pas le droit à m'exprimer sur la politique étrangère de la France, sauf quand ça concerne la Kabylie. Ceci dit, Boualem Sansal n'a exprimé qu'une opinion. Une opinion n'est pas criminelle. On ne criminalise pas la pensée. Dans les régimes totalitaires, certainement, si. Ouais, oui, chez les régimes totalitaires, toute idée qui contredit le récit officiel est nécessairement rendue terroriste. On pense que les idées vous sont aussi, terroristes. Vous êtes terroriste. Vous êtes considéré comme terroriste par le régime algérien. Bon, l'Algérie aura beau me taxer de terroriste, tout le monde voit que c'est une étiquette qui ne colle pas. Je ne suis pas un terroriste, je suis un mélomane. Je suis un créateur de musique et de poésie. Donc, tout cela ne marche pas. C'est très dangereux. La chanson politique, c'est très dangereux pour les régimes totalitaires. Disons que Boualem Sansal est l'otage, comme Christophe Glaise sont les otages des tensions entre l'Algérie et la France. Et j'ai entendu, permettez-moi de faire une mise au point sur en ce qui concerne Christophe Glaise. Son beau-père a fait une déclaration malheureuse hier en disant que le MAC instrumentalisait l'arrestation de Glaise pour sa cause. Je mets au défi cet homme de nous sortir la moindre déclaration de notre part qui instrumentalise l'arrestation de Christophe Glaise. Par contre, je devine que c'est l'avocat que le régime algérien a choisi pour défendre Stéphane Glaise, c'est-à-dire pour l'enfoncer, qui leur a dit
Si vous dites ceci, on va être plus clément vis-à-vis de Christophe Glaise. Ce qui est une erreur. Parce que Christophe Glaise était en prison déjà depuis mai 2024. Il était interdit de quitter le territoire, il était là-bas. Et pourquoi, sans que le Macron parle, il n'a pas été libéré? Donc, je demande à la famille de Glaise, à la mère de Glaise, de rectifier le tir. Nous n'avons rien à voir dans l'affaire de Christophe Glaise. C'est l'Algérie qui l'emprisonne, qui l'a arrêté, qui l'emprisonne, qui l'a condamné. Nous n'avons strictement aucune responsabilité dans son cas et en aucune façon nous n'en faisons commerce politiquement. Mais comme je viens aussi, moi, d'un régime totalitaire, tout ce que vous racontez me semble bien une manipulation que nous avons connue ex-Union soviétique. Ça y ressemble fort. Cette histoire de accuser le MAC ou un autre mouvement contre le régime pour pouvoir négocier les bénéfices évidemment de l'accusation supplémentaire contre vous. Écoutez, Mais ça, c'est une autre histoire. l'Algérie est un pays qui est né dans la clandestinité, c'est-à-dire l'Algérie post-française est née dans la clandestinité. Le FLN était clandestin. Et bien des décisions, à ce jour, restent clandestines. L'Algérie ne fonctionne pas sur la base de sa constitution, elle fonctionne sur la base des rapports de force entre clans politiques. Et dans les luttes féroces que se livrent les clans entre eux, il y a donc manipulation avec des gens innocents, comme Boualem Sansal, comme Christophe Glaise. On les instrumentalise, non pas contre la France pour toujours, mais contre d'autres clans à l'intérieur même du système. Voilà. Bien sûr. Dans votre livre L'Algérie, la question kabyle, vous terminez le livre par une lettre où vous vous adressez aux jeunes kabyles. Si on doit terminer cet entretien par un appel aux kabyles qui nous écoutent aujourd'hui, que diriez-vous? Je dirais aux kabyles que... Et à tous les autres d'ailleurs qui adhèrent à cette lutte qui est la vôtre. Je dirais aux kabyles que la Kabylie vaincra et redeviendra indépendante, quoi que fasse le régime algérien. Nous avons vu qu'à travers le terrorisme introduit ces derniers temps, le régime essaye, sous prétexte de désoler Farhat Mahdi, le mouvement indépendantiste, de débaucher quelques éléments de chez nous. Nous l'avons, nous aussi, infiltré à travers des gens que nous avons envoyés pour nous rendre compte de ce qui se dit, de ce qui se fait et des méthodes qu'ils utilisent à l'intérieur. Mais ce sont les plus fragiles qu'ils visent. Soit des drogués, soit des... Malheureusement, en Algérie, disons qu'il y a les LGBT qui ne sont pas, qui sont diabolisés. Donc, quand quelqu'un est pris sur ce fait, on lui fait chanter, de révéler un peu sa nature de telle sorte à ce qu'il soit maudit par la société. Donc, plutôt que d'accepter d'être rejeté, la personne accepte de collaborer et de venir signer des déclarations disant qu'il ne se reconnaît pas dans le MAC et qu'il va combattre le MAC. À partir du moment où quelqu'un signe, il signe la fin de son autonomie. Ça y est, il n'est plus homme. Il n'est qu'un robot que le régime utilise à sa guise. Voilà. Disons que je dis aux Kabyles, n'ayez crainte. Ce régime n'est pas éternel. Cette peur n'est pas éternelle. La peur ne dure qu'un temps et finira nécessairement soit le moment du courage, soit la fin de la peur du système de terrorisme qui existe. Donc, tenons bon. Nous avons à construire un avenir de paix, de prospérité pour nous, pour la Méditerranée, pour l'Afrique du Nord, pour l'ensemble de la région dans laquelle nous nous situons. La Kabylie est une nation. Elle l'était, elle le reste et elle aura son État qui a été anéanti, certes,
en 1871, mais que nous avons ressuscité l'année dernière à travers une proclamation de renaissance faite devant l'ONU, et bientôt nous ferons une déclaration unilatérale d'indépendance si, du moins, l'Algérie ne consente pas à discuter de l'avenir politique de notre nation. Merci beaucoup, Ferhat Merci à Maïni. vous. Merci. أيولي الدروشن فراس الوفا يعوسي كوشن قبليت سي سوفا دمت سيدي ختام في لي سكمشن الشرني تقرفا ذوقريسي تكسن فزمار تلفا